Bonjour Gaspard, merci de me recevoir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi et de ton parcours? Bonjour Thibaut, merci d'être venu jusqu'à moi. Donc, moi j'ai un parcours assez étrange d'un point de vue administratif. J'ai commencé par créer une start-up à la sortie de mes études qui m'a permis un peu de découvrir comment fonctionnait le monde de l'innovation, comment tout ça se passait. Et puis, dans le cours de la vie d'une start-up, on fusionne, on s'agrandit, on s'élargit. Je me suis retrouvé à la production, ce qui était un truc qui n'était pas vraiment mon souhait. L'intérêt pour moi, c'était la science, l'innovation et tout l'aspect de la recherche, et puis l'idée de sauver le monde derrière, d'apporter des éléments qui permettent de sauver le monde. Et donc je suis parti, j'ai tenté pendant quelques temps de faire un peu de bar à jus de fruits. C'était une vieille D'accord. danseuse que j'avais, mais ça n'a pas marché non plus. Et donc je me suis retrouvé dans l'innovation en agro, ce qui était de ma formation de base, dans une boîte de phytosanitaire. Très bonne boîte, très sympa, mais où le challenge d'innovation était moins présent que ce que j'avais pu vivre dans le milieu des startups. Et du coup, je suis rentré à l'INRA sur un concours de chargé de valorisation, ce qui m'a permis de retrouver cette joie de l'innovation et de retrouver la science dans sa complexité et son engouement pour les choses qui avancent. Et donc un chargé de l'innovation, ça fait quoi à l'INRA? Alors, un chargé de partenariat et de valorisation. Donc, le chargé de partenariat, il a une grande fonction simple, c'est d'aider les chercheurs à monter les projets en collaboration, soit avec d'autres chercheurs, soit avec des partenaires industriels. Et c'est même la mission principale, c'est plutôt de travailler avec les partenaires industriels qu'avec les autres établissements, même si on a une mission d'accompagnement dans le montage de projets avec les autres établissements. L'idée centrale, c'est quand même de financer la science, c'est-à-dire de permettre à des chercheurs d'obtenir les financements qui sont nécessaires pour développer leurs projets scientifiques. D'accord. Et tu aides quoi? Tu aides les chercheurs à monter le projet administrativement ou c'est aussi leur faire rencontrer des bons industriels, faire... Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape d'identification, comprendre qu'est-ce que font les chercheurs, en quoi ça permet de sauver le monde, en quoi c'est intéressant pour la société. Ensuite, il y a éventuellement, quand c'est nécessaire, une phase justement de recherche de partenaires. Ce n'est pas la phase qu'on développe la plus, mais c'est une phase qui est en augmentation constante parce qu'on voit que le lien entre les partenaires et les chercheurs n'est pas toujours facile, fluide, et qu'il y a des besoins qui ont du mal à s'exprimer d'un côté comme de l'autre. Et puis après, on va travailler sur tout le montage socio-économico-financier, juridique. Donc il y a le suivi un peu de la rédaction du projet scientifique, généralement entre le chercheur et ses partenaires, publics ou privés. Il y a tout l'aspect budgétaire, où là, nous, on va intervenir pour aider à faire en sorte que le budget il rentre dans la logique de gestion de l'établissement. Ça, c'est un point important, c'est que nos établissements publics, ils ont des systèmes de gestion qui sont complexes, qui sont un peu carrés, et du coup, il faut être sûr que le chercheur puisse exécuter son budget. Ça, c'est notre rôle de vérifier que c'est exécutable. Et puis, la dernière partie, c'est la partie plus juridique. Donc c'est vraiment de regarder les intérêts des uns et des autres et de faire en sorte que le chercheur public et le partenaire privé ou les partenaires publics soient liés dans un contrat qui permette à chacun de retrouver les fruits et de récolter les fruits de sa recherche. Donc je suppose que là tu fais aussi allusion à tout ce qui va être propriété intellectuelle, les brevets, ce genre de choses. Complètement. Le, tout ce qui est brevet, c'est un point. Mais le point central, c'est pas forcément la propriété intellectuelle. C'est qu'est-ce que deviennent les résultats de recherche. Il faut bien comprendre que dans un contrat, tu as deux phases. Tu as tout ce que tu amènes, toi, le partenaire, l'environnement, et puis tout ce que tu vas créer pendant le projet. Et donc l'enjeu, c'est pas tant la propriété intellectuelle, mais c'est de voir ce qui se crée pendant le projet, qu'est-ce qu'on en fait ensemble. Parce que c'est une coproduction généralement. Alors ça peut être une grosse production intellectuelle du chercheur et une production financière de l'entreprise, mais ça peut aussi être une coproduction. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des moyens intellectuels chez eux et qui sont capables d'avoir une vraie coproduction. Donc l'enjeu, c'est pas forcément de protéger à la fin, c'est de savoir ce qui va advenir de ce résultat. Est-ce que le résultat, on le met dans un tiroir parce qu'il n'est pas fini et qu'il faut encore faire d'autres recherches, ou est-ce qu'on va le libérer au public?
avec deux phases possibles. Une phase de publication, qui est celle sur laquelle les chercheurs sont notés, donc qui est très importante pour les chercheurs, et une phase d'exploitation, qui est plutôt celle que vient chercher le partenaire privé dans le partenariat. Quand on parle de relations publiques-privées, souvent de la part des chercheurs, il y a une certaine crainte et une peur liée au fait que le privé va orienter notre recherche, va par exemple essayer d'avoir un poids ou un lobby sur la publication des résultats qui n'irait pas dans le bon sens par rapport à ce qu'eux veulent aller, notamment par exemple dans les médias. Dès qu'on va avoir un chercheur du public qui travaille avec une entreprise privée, on part du principe que l'entreprise privée a déjà manipulé tous les résultats. Et je suppose que ça, quand tu parles des contrats, toutes ces choses-là, elles sont bien établies dès le début. Ouais, mais surtout, il faut revenir en arrière sur le processus. Il faut voir quand même que l'entreprise innovante, elle a par essence besoin de la recherche. C'est une nécessité pour elle, c'est-à-dire que si elle veut continuer à émerger, avoir des avantages concurrentiels, à accomplir sa mission et à faire avancer le schmilblick, elle va avoir par essence besoin de recherche. Donc elle est plus demandeuse que la plupart des chercheurs n'imaginent. Et puis derrière ça, l'entreprise, elle vit aussi surtout parce qu'elle a des clients. Donc effectivement, elle va demander beaucoup de recherche, elle va demander des efforts, elle va sortir des choses vachement intéressantes. C'est comme ça qu'on a doublé par exemple les rendements agricoles, un travail en collaboration entre le public et le privé. Et puis derrière, il faut qu'elle vende le produit à ses clients. Donc elle va avoir tendance à créer un discours euh, qui va être logique, enfin pas logique, mais qui va être rhétorique. Et du coup, ce discours, cette construction de discours, elle est vachement importante à comprendre par le chercheur parce que la rhétorique, ça s'appuie sur trois éléments. Ça s'appuie sur la logique, logos, sur tout ce qui est émotion, de ce que les Grecs appelaient pathos, et puis sur l'exemplification. L'éthos. Et donc, ce discours, des fois, le chercheur, lui, il va surtout chercher à faire du logos. La logique, c'est la vérité, la logique. La recherche, elle s'est bâtie là-dessus depuis le 16e, 17e siècle. Et donc, c'est nécessaire pour un chercheur d'émettre des choses qui sont vraies. Or, pour une entreprise, quand elle commercialise un produit, elle n'a pas forcément besoin de dire des choses vraies. Elle a besoin que le produit soit adopté. Et elle sait que les gens qui vont recevoir le produit, ils n'ont pas forcément la qualification scientifique pour comprendre la vérité. Il y a des choses qui sont compliquées, comme par exemple, dans un travail de recherche sur les produits phytosanitaires, tu vas faire une expérience qui va avoir un pourcentage de réussite et puis un degré d'incertitude. Quand tu commences à rentrer dans ces explications-là, qui sont la vérité c'est que ça marche à 80% avec plus ou moins 20% d'incertitude. Quand tu commences à rentrer dans ces explications-là avec un client qui ne connaît pas ces concepts et qui ne les comprend pas, tu dois faire pivoter ta communication. Tu dois leur dire des choses beaucoup plus simples pour qu'ils adoptent ton produit. Donc en fait, l'entreprise, elle a besoin de ses clients parce qu'on peut avoir tout le capital du monde, on peut avoir toute la ressource humaine possible et imaginable, tout le travail possible et imaginable. Si derrière on n'a pas de clients, l'entreprise elle fait rien. Moi, j'ai beaucoup d'exemples dans le milieu de l'incubation où les gens ils ont levé des capitaux, ils ont des ressources humaines très compétentes, etc. Et où derrière il n'y a pas de clients, donc il n'y a pas d'entreprise, au bout d'un moment on s'arrête. Donc ça, c'est le besoin clé de l'entreprise. Et ça, l'entreprise, elle va chercher par tous les moyens à acquérir ses clients, quitte à simplifier des fois la vérité et à aller sur des choses un peu plus d'exemples plus éthiques et plus éloignées de la science. C'est deux modes de communication en fait différentes. Le chercheur va communiquer sur un mode donné qui va être un mode très factuel avec les taux d'erreur, toutes les subtilités. L'entreprise, quand elle va s'approprier ces travaux-là, va avoir tendance à simplifier le message et à le rendre plus direct. Alors, c'est deux modes qui sont complémentaires. C'est pas quand tu regardes la définition de la rhétorique, c'est des modes qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'un bon discours rhétorique, il va s'appuyer sur des arguments logiques, des arguments qui vont provoquer des émotions et des exemples qui vont permettre de s'approprier le travail. Et la recherche, elle est basée que sur la logique. Le sentiment, l'exemple un peu, c'est utile des fois, mais
l'aspect sentimental dans la recherche, il n'y est pas. C'est pas. Si tu fais de la recherche sentimentale, c'est pas de la bonne recherche. Si tu dis mon résultat il est bon parce que je l'aime beaucoup, ça marche pas. Donc l'esprit scientifique, il a été construit autour de la logique. Et du coup, cette dimension émotionnelle qu'il y a dans l'aspect commercial, elle est souvent ignorée et en plus, elle est vécue comme péjorative. Donc c'est important de bien se mettre à la place de l'entreprise et de se rendre compte que l'entreprise, pour continuer à vivre et pour mettre en œuvre ce qui a été fait par la recherche, c'est-à-dire pour faire en sorte que ça devienne une innovation, que ça soit adopté par des gens, elle va devoir aller sur ces 3 points parce que tout le monde n'a pas le niveau de logique qui permet de comprendre l'argument premier défini par les scientifiques au départ. D'accord. Et nous, derrière, c'est là où on peut revenir sur notre rôle, on a une série d'outils qui nous permettent de gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un temps de compréhension mutuelle. Et ça, on se le donne à travers le contrat. C'est-à-dire que le contrat, il dit, grosso modo, tout ce qui était à vous avant, ce qu'on appelle les connaissances propres, ou que vous découvrez pendant, mais en dehors de notre contrat, ça vous appartient, on n'en parle plus. Ce que vous faites dans le contrat, on appelle ça les résultats, on le coproduit ensemble et donc on en décide ensemble. Et pour ça, il y a un moyen simple de décider ensemble, c'est-à-dire, ces résultats, ils sont secrets, on n'en parle pas, jusqu'à ce qu'on ait décidé ensemble de ce qu'on fait. Donc 2, on se voit, une fois qu'on a les résultats, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Là, on a un volet de propriété intellectuelle éventuel, on peut décider que ces résultats, ils sont protégeables, on fait un brevet, on dépose un certificat de création variétale, etc. Surtout, on se voit et on se dit, est-ce qu'on va les publier? Et dans ce cas-là, c'est plutôt le chercheur qui va reprendre la main, qui va faire une publication pour une revue à lecture par comité de pairs, etc. Ou est-ce qu'on veut l'exploiter tout de suite? C'est-à-dire que la publication, elle va donner l'accès à tout le public à la connaissance, mais elle ne va pas forcément l'approprier fortement. Et puis, ces comités, enfin, ces revues à comité de lecture, elles ont des auditions très faibles. Oui. Ça ne tire pas à des millions d'exemplaires. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va accomplir l'objectif de la science, qui est de faire progresser l'humanité. Et donc, du coup, la mise en exploitation, c'est un bon moyen pour le faire. Et c'est là où le contrat va nous protéger à nouveau. C'est-à-dire qu'avant la commercialisation, on va se mettre d'accord sur ces conditions, sur les retours qu'il va y avoir vers le chercheur, et puis sur la mise en œuvre de l'aspect de communication. Et c'est là où on peut effectivement dire, attendez, votre publicité, là, c'est plus de l'émotion, c'est du mensonge. Si, par exemple, le chercheur dit, moi, ça marche une fois sur 2, et si la publicité dit ça marche à 100%, là, on peut dire non, on peut dire stop. Et parce qu'on est propriétaire des résultats et qu'on a un contrat avec le partenaire, on peut lui dire là, non, là, tu te racontes des bêtises. Par contre, il faut bien se mettre à sa place, et ça, c'est important. Il faut bien comprendre qu'il a un besoin, lui, de communiquer avec ses clients de manière compréhensible, et donc, on revient sur ce que je disais avant, de communiquer peut-être d'une façon que les chercheurs n'auraient pas utilisée. D'accord. Tu as évoqué plein de termes que tu as évoqués qui ne sont pas équivalents, mais qui en général n'est pas très clair. Notamment, il y a le brevet, il y a la licence, il y a l'exploitation des résultats. C'est quoi la différence fondamentale entre ces différents aspects? Alors, il faut revenir à l'idée de base. Donc, on fait sa recherche. On définit ensemble un programme. Et dans le programme, on va définir des résultats qu'on veut obtenir à la fin. Ce qu'on peut appeler aussi des livrables. Donc, par exemple, ça peut être une série de mesures, ça peut être un logiciel, ça peut être un rapport, ça peut être une plante, ça peut être tout et n'importe quoi. Une fois qu'on a ces résultats, on va se poser la question de les protéger. Donc, on a un système de propriété intellectuelle qui va nous permettre de protéger ces résultats. Alors, on peut protéger ce qui est brevetable, donc ce qui est nouveau, qui répond à un besoin. Enfin, il y a tout un tas de catégories de choses qui peuvent être brevetées ou pas. Et tout n'est pas brevetable. Par exemple, la recette du Coca-Cola, c'est pas brevetable. Un outil mécanique, ça par contre, c'est beaucoup plus facile à breveter. Ensuite, on peut le protéger avec d'autres outils. On peut protéger des bases de données, par exemple. On peut protéger des logiciels. On peut protéger les créations variétales, on peut protéger des modèles, on peut protéger des marques. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne peut pas protéger par des outils de propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle, elle dit quoi? Elle dit,
On protège, donc on va diffuser largement. Le brevet, au bout d'un an, il est publié mondialement. Tout le monde y a accès par les bases de brevets et tout le monde peut le voir. Donc, logiquement, tout le monde pourrait s'en servir. Et donc, le droit de la propriété intellectuelle, certes, c'est publié, tout le monde peut le voir, tout le monde peut l'acheter, etc. Mais il n'y a que les gens qui ont déposé ce brevet qui peuvent décider de s'en servir. Voilà, c'est un moyen. Le brevet, c'est d'abord un moyen de rendre publique la science, mais aussi de préserver l'intérêt de ceux qui ont créé, qui ont inventé le brevet, et donc qui peuvent l'utiliser pour leurs propres besoins. Et puis, une fois qu'on a fait cette protection ou pas, il y a tout un pan de science qui ne peut pas être protégé par ces outils-là. Donc, on va le faire par ce qu'on appelle le secret. Là, c'est le point où souvent il y a le plus de conflits avec les équipes de recherche, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, l'enjeu, c'est de garder de l'information secrète. Par exemple, la recette du Coca-Cola, elle n'a jamais été diffusée. Donc, il y a des scientifiques sûrement qui l'ont inventé, créé, conçu, des pharmaciens a priori, si j'ai bien suivi l'histoire, et elle est restée secrète depuis des années. Donc ça veut dire que le scientifique qui l'a conçu n'a pas pu faire publication dessus. Ça, en termes de carrière, en termes d'utilisation de l'argent public, ça peut choquer un certain nombre de gens. Par contre, pour l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise, elle a pu diffuser très largement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut acheter du Coca-Cola, tout le monde peut en boire, et tout le monde peut bénéficier de ce qui était vu comme des bienfaits à l'époque du Coca-Cola. Et donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se dire, OK, moi, à titre personnel, je ne vais pas en bénéficier, parce que je ne vais pas pouvoir expliquer pourquoi j'ai fait ça et comment je l'ai fait, mais le monde va pouvoir utiliser ce que j'ai imaginé dans des conditions qui sont acceptables. Ça, c'est le point où il y a souvent le plus de discussions. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à cet équilibre. C'est le cœur de notre métier, c'est d'arriver à cet équilibre qui va permettre à des choses qui peuvent sauver le monde d'être diffusées et utilisées, donc de devenir vraiment des innovations et de se mettre en route vers la gloire et se répandre dans le monde. Et la notion de licence, alors, comment ça s'imbrique là-dedans? Alors, c'est quand on est arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a dit, OK, il y a un moment ou un autre, soit on a protégé, soit on a rendu ça secret, et maintenant, ça va être exploité. Donc, pour mettre en exploitation, l'exploitation, ça veut dire que, grosso modo, l'entreprise prend ce qu'on a créé ensemble et va le commercialiser. Donc, on crée une levure ensemble. Le levurier va signer une licence qui va lui dire, OK, maintenant, cette création qu'on a fait ensemble, tu peux l'utiliser et la vendre. Mais comme on a co-investi dans la création de la levure, toi, monsieur le levurier, qui va être le seul à faire des bénéfices sur l'exploitation de notre levure, tu vas m'en reverser une partie. D'accord. Donc après, il y a des mécanismes différents, ça peut être des pourcentages du chiffre d'affaires, ça peut être des sommes fixes qu'on va te donner au début, au milieu, à la fin, tous les ans. Enfin, il y a plein de moyens. Et donc ça va récompenser le travail fourni par l'organisme de recherche. D'accord. Et la loi nous dit que la moitié de cet argent, une fois qu'on a payé les frais de propriété intellectuelle, qui sont des fois assez importants, va revenir directement aux inventeurs des résultats. D'accord. Mais les inventeurs, ils sont déterminés à quel titre? Parce que si je me souviens bien, à l'INRAE, le chercheur individuel fait partie des inventeurs, mais il existe d'autres instituts de recherche et des entreprises privées où ça appartient à l'institut lui-même et pas du tout à l'individu. On considère que l'individu, la production de ce brevet fait partie de son travail normal, qu'il a déjà un salaire et que donc ça appartient à l'entité qui l'emploie et pas à lui-même. Alors ça, c'est la loi. Hein. La loi dit que toujours, une fois que tu es salarié et que tu as une mission inventive, ça appartient à ton employeur. Donc c'est valable dans le privé, dans le public, partout. La seule propriété, de droit de propriété intellectuelle qui est fort et qui reste très fortement à l'inventeur, c'est le droit d'auteur. Parce que là, il y a vraiment un lien moral sur le respect de l'œuvre, etc., qui est beaucoup plus fort que dans les inventions. Mais tout ce qui est invention, tout ce qui est secret, etc., par définition, parce que tu as été payé pour le produire, ça appartient à ton employeur.
Et D'accord. donc, c'est ton employeur qui décide ou non de la mise en exploitation. Alors, il peut te consulter, c'est même mieux, moralement mieux, éthiquement mieux, mais il n'est pas obligé. Et il Mhm. peut aller à contre-courant de ce que tu souhaites. Ok. La, la limite, c'est que quand un chercheur a inventé quelque chose, si une entreprise veut l'exploiter sans lui et contre lui, ça va souvent poser beaucoup de problèmes parce que il va manquer des morceaux, il ne pourra pas faire appel à nouveau au chercheur pour avoir des précisions. Des fois, le chercheur du coup va faire tout pour démonter la façon dont l'entreprise exploite. Enfin, il ne faut pas rentrer dans ça, ça sert à Ça peut rien, être c'est compliqué. inutile. La question, c'est quel bien ça peut apporter à l'humanité et comment on le met en œuvre dans le cadre de cette exploitation. Donc, si par exemple, dans le cadre d'INRAE, le chercheur-inventeur touche une partie des bénéfices liés à ses brevets et ses licences, c'est uniquement par une volonté d'INRAE qui a décidé de répartir comme ça les gains. Non, pas du tout. D'accord. C'est la loi. Mais parce que La la loi, loi, elle elle, dit que ça appartient à l'Institut. ouais, mais la loi, elle dit aussi que alors la loi pour tout le monde, elle dit que les inventeurs doivent être rémunérés pour leurs inventions. Oui. Après, la loi pour les fonctionnaires, elle dit que les fonctionnaires, ils doivent recevoir la moitié des gains une fois que le coût de propriété intellectuelle est déduit. D'accord, donc c'est une loi liée à notre statut de fonctionnaire. Ouais, complètement. Mais toutes les entreprises doivent rémunérer leurs inventeurs. Après, il y en a qui te donnent une prime de 500 euros, d'autres qui t'envoient en voyage dans un paradis fiscal. D'accord. Ça dépend de la philosophie de l'entreprise. Et donc l'État a décidé que sa propre philosophie, c'était de donner la moitié des gains. Ce D'accord. qui est plus facile pour nous parce qu'on n'est pas exploitant, c'est-à-dire qu'on ne commercialise pas le produit. Dans une entreprise, certes, il y a eu un inventeur qui a créé qui a innové, qui a créé le produit, mais derrière, il y a la chaîne de production, il y a la chaîne marketing, la chaîne commerciale. Donc on a du mal à définir quelle est la valeur. Donc donner une récompense, un retour aux chercheurs, ça va dépendre de la bagarre entre le directeur scientifique, le directeur commercial et le directeur de production. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais aussi des pépinières. Les pépinières, on en retrouve dans beaucoup de centres de recherche en France. Est-ce que ça fait partie aussi des fonctions que vous gérez à... Ça fait partie de vos fonctions ou c'est quelque chose d'en plus? Alors, il faut bien voir, la pépinière, c'est quelque chose de très particulier. Parce que la mission d'accompagnement des entreprises en création, elle est dévolue dans une très faible partie aux instituts de recherche. La plupart du temps, la pépinière, l'incubation et tout l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est plutôt le travail des agglomérations et des départements et des régions. D'accord. Alors ça s'est même resserré, c'est plutôt le travail des agglomérations et un peu des régions maintenant. Donc notre tâche à nous, elle est très délimitée par la loi. Donc, on est encouragé à faire des pépinières et des incubateurs, c'est même un modèle reconnu internationalement. Par contre, la loi, elle limite notre intervention. Elle dit, un, vous allez accompagner le travail d'innovation dans sa partie recherche et développement. Mhm. Ça, c'est notre métier, c'est exactement ce dont on vient de parler juste avant, c'est contrat de recherche, comment on collabore ensemble entre une start-up et un partenaire public. Deux, quand il y a besoin d'accéder à des outils ou à des locaux spécifiques, vous pouvez héberger les entreprises chez vous, c'est même recommandé. Et ça, on va le voir souvent, donc c'est sous forme de prestation de service, et on va le voir le plus souvent dans des cadres où la recherche publique a réussi à avoir des outils que personne d'autre ne peut avoir. On a des gros spectros de masse, des trucs qui coûtent des centaines de milliers d'euros, qui n'auraient aucun intérêt à être dans une entreprise privée parce qu'elle l'utiliserait à 1% de ses possibilités, et qui par contre, mis en commun au niveau de la recherche publique, a beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses missions qui nous sont confiées dans cette histoire d'incubation. Et comme on préfère incuber des entreprises innovantes plutôt que des pizzerias ou des coiffeurs, qui sont nécessaires, il n'y a pas de souci, mais la politique publique aujourd'hui, elle est plutôt centrée sur les entreprises innovantes. Ces deux fonctions, faire de la recherche avec et mettre à disposition des locaux et du matériel adapté, elles ont un poids énorme dans l'univers des startups. D'accord. C'est pour ça que toutes ces startups innovantes sont sur des campus de recherche. C'est pas parce que c'est nous qui les mettons en incubateur, c'est parce qu'ils sont à proximité des ressources dont ils ont besoin. Alors il y a les deux.
tu as des cas où on a fait en sorte de créer au sein des campus des outils d'incubation très performants. Il y a beaucoup d'universités américaines qui ont cette volonté-là. Donc là, ils vont accepter, faire venir des entreprises qui ne vont pas forcément être liées avec leur labo, mais qui vont être dans la dynamique. D'accord. Nous, en l'occurrence, ici à Montpellier, c'est plutôt l'agglomération qui est dans cette dynamique avec son incubateur, le BIC, qui va recevoir bien plus de startups innovantes qu'on en a dans nos unités. Et elles vont venir dans les unités de recherche au moment où elles vont avoir un besoin spécifique. Donc là, en France, on est plutôt sur cet équilibre-là. Aux États-Unis, ça peut être différent. Il y a d'autres endroits où c'est très différent. Et ça marche, c'est plutôt centré sur les campus. Euh, Merci. Alors, j'aimerais te poser une question qui est un peu plus polémique, parce qu'on en discute beaucoup dans les labos, c'est le crédit impôt recherche. Parce que notamment, du point de vue de beaucoup de chercheurs, ce crédit impôt recherche ne finance pas la recherche publique, et ne va que à des très grosses entreprises qui, de toute façon, ont déjà d'argent et n'en ont pas besoin. Je suppose que toi, qui as tendance à... Tu dois travailler plutôt avec des outils et des entreprises qui utilisent cet outil-là particulier. C'est quoi ton point de vue, toi, plus là-dessus? En fait, le système, quand il a été réformé, il a été posé sur deux piliers. Un premier pilier, c'est l'ANR. Un deuxième, c'est le crédit impôt recherche. La base de tout ça, c'est de dire, de changer de paradigme, de dire, OK, les unités de recherche, jusqu'à présent, on leur donnait l'argent de manière automatique. Les chercheurs dirigeaient la science vers où ils voulaient aller. Et donc, on a dit, OK, mais maintenant, on va refondre ça. Il va y avoir deux piliers. Il va y avoir l'ANR, d'un côté, donc les scientifiques vont continuer, pour une partie du financement, à décider ce qu'ils veulent faire. Et de l'autre, on a mis en place le crédit d'impôt recherche. On a dit, mais la mission que nous, l'État, on a fixée à la science, c'est aussi de faire en sorte que ça inonde les entreprises et que ça devienne des innovations, c'est-à-dire que ça soit acquis par le public. Et donc, on va proposer aux entreprises de piloter une partie de notre financement de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on leur a donné du crédit d'impôt recherche, pour qu'elles puissent orienter une partie de l'effort de recherche. Et pour que ça retombe sur quand même l'entité publique, on a mis en place un dispositif qui est le fait que quand alors peut-être il faut que je revienne sur le fonctionnement du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, c'est grosso modo un crédit de 30% sur tes travaux de recherche. Donc une entreprise, elle fait un travail de recherche. À la fin de l'année, elle fait la totalité des factures qu'elle a passées sur la recherche et elle va en récupérer 30% en crédit d'impôt. Donc soit elle paye beaucoup d'impôts et elle va le déduire de ses impôts, soit elle ne paye pas d'impôts et l'État va lui verser de l'argent. D'accord. Et donc 30% c'est bien. Sauf que pour inciter à aller travailler plutôt avec de la recherche publique, les factures produites par les établissements publics, au lieu de les amener juste à leur valeur, on va les amener au double de leur valeur. Donc potentiellement, au lieu d'avoir 30% de crédit d'impôt, on va en avoir 60%. D'accord. Sur la valeur. Donc c'est vachement incitatif pour les entreprises à venir travailler avec la recherche publique. Et donc à aider à une définition commune entre la recherche publique et la recherche privée d'objectifs communs qui vont, puisque l'entreprise, ça va toujours être son but ultime, ça va être de servir ses clients, qui vont être appropriés par le public. D'accord. Merci. Maintenant, j'aimerais bien aborder des sujets un peu plus personnels avec toi. Notamment, j'aime bien poser des questions que je pose systématiquement. Et donc la première, c'est dans ta carrière, est-ce que tu as une source de fierté, quelque chose qui t'a rendu particulièrement fier, dont tu as envie de partager avec nous? Alors, moi, ce qui me rend fier dans ma carrière, c'est le travail qu'on accomplit au quotidien. C'est-à-dire que finalement, ce qui est le plus étonnant, c'est la capacité illimitée des chercheurs à avoir des idées, des bonnes idées, dont la plupart vont sauver le monde. En fait, c'est ce qui est vachement enrichissant dans notre métier, c'est que quand on est dans une conversation privée, autour de la table, avec des amis, avec des parents, etc., il y a toujours un exemple dans la recherche publique qui permet d'expliquer que finalement les malheurs du monde, on va les résoudre. Donc ça, c'est vachement enrichissant et c'est hyper pertinent et c'est très très rassurant parce que toutes les grandes problématiques, le réchauffement climatique, tout ce qui est les problèmes de maladies, etc., dans tous les labos que j'ai pu fréquenter, il y a toujours des solutions. Et j'ai beaucoup fréquenté de labos à Montpellier et à Lyon et il y en a encore dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'a priori, quand même,
Les labos, c'est pas des foufous qui vont chercher dans tous les sens n'importe quoi, ils sont plutôt orientés sur la résolution des problèmes du monde actuel. Et D'accord. ça, c'est hyper intéressant, et du coup, c'est hyper gratifiant de pouvoir travailler avec les chercheurs là-dessus. Et à l'opposé donc d'une source de fierté, est-ce qu'il y a une difficulté particulière, des erreurs que tu aurais pu faire dans ta gestion, tout ça, que tu aimerais en discuter? À l'inverse, c'est le plus compliqué dans le métier, dans tout ce qu'on fait, c'est de ne pas rouler en boule les chercheurs, de ne pas les piquer de manière à ce qu'ils se referment et D'accord. qu'on puisse plus travailler avec eux. Et d'arriver à, à les amener vers des collaborations fructueuses pour eux et pour leurs partenaires. Et souvent, enfin, c'est vachement frustrant quand tu te rends compte que là, tu as dit quelque chose de malheureux et que le chercheur, ça y est, il s'est roulé en boule, il veut plus faire le truc et il n'a plus envie. Et en plus, il va se méfier maintenant des entreprises. Donc, le, le- le- ça, c'est vachement difficile à vivre quand tu te rends compte que tu as fait une erreur et que tu n'as pas dit ce qu'il fallait au bon moment. Oui, c'est vrai que les chercheurs, en général, sont très sensibles sur la façon dont leur travail va être utilisé par d'autres pour autre chose que juste augmenter le savoir commun. Ouais, mais ça, c'est augmenter le savoir commun. Il y a un super exemple dans Sapiens, le livre d'Hardy là-dessus, où il présente deux chercheurs qui font des recherches sur les vaches. Et chacun présente son sujet de recherche, et il y en a un qui termine en disant: et ça, à terme, ça permettra d'augmenter de 10% la production de lait. Et l'autre ne le dit pas. Et donc, bah, il dit, bah, logiquement, le capitaliste va financer celui qui emploie cet argument. Et puis il creuse, et puis il dit après, mais l'autre aurait dû formuler comme ça, et il aurait pu finir peut-être par un gain de 20, 30 ou 40% sur la qualité du lait, etc. Et donc, quelque part, toute la recherche, certes, elle augmente la connaissance, mais toute la recherche, finalement, elle a une finalité. Donc le truc, c'est de bien être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir être capable non seulement de dire je vais faire progresser la connaissance, mais aussi à la fin, ça va servir à ça. D'accord. Et ça, je pense, c'est un vrai enjeu de la part des chercheurs, c'est d'être capable d'avoir à la fois le sentier vers la connaissance et en même temps le sentier vers l'aide à l'humanité. D'accord. À la fois augmenter le savoir et résoudre les problèmes. Ouais. D'accord. J'aime bien aussi discuter d'un film ou d'un livre que tu voudrais conseiller. Là, tu as parlé de Sapiens. Est-ce que c'est un livre que tu conseilles alors? Alors oui, mais pas que. D'accord. En fait, l'intérêt de ce livre, c'est de le lire avec les deux autres qui vont derrière, donc Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Parce D'accord. qu'en fait, le Sapiens en lui-même, il se finit à la fin de l'histoire de l'humanité, enfin, au moment actuel, quoi, et alors que les deux autres se projettent après. Et donc, tout ce qui est raconté dans un livre d'histoire comme celui-là, sur le récit historique, sur la façon dont il y a une très belle démonstration de pourquoi les entreprises sont les meilleurs alliés de la science. Ça, c'est tout à fait. Qui t'a parlé? Voilà, exactement. Ça nous parle beaucoup dans les services de valorisation. Et, euh, et après, il en mesure les conséquences dans les deux autres livres. C'est-à-dire que une fois qu'il a fait l'histoire dans le premier tome, dans les deux autres, il va dire bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce que la science doit faire pour aider le monde? Où sont les limites de l'éthique? Comment les grands systèmes religieux et politiques vont s'adapter vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a besoin d'en définir un nouveau? Enfin, et tout ça est, je trouve, très actuel, particulièrement pertinent pour des scientifiques, pour voir un peu comment tout ça se met en route et vers quoi on va, et pose des vraies questions sur ce qu'il faut faire demain avec notre science. D'accord. Bah, merci. Enfin, pour terminer, si quelqu'un veut te contacter pour discuter de certains points que tu as développés dans cette vidéo, c'est quoi le plus simple pour toi? Alors, les chercheurs avec lesquels je travaille savent que c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux laisser un commentaire en bas de la vidéo, et Thibaut, qui sera très gentil, me tirera les oreilles pour que je donne des réponses aux commentaires. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci d'avoir posé les questions.